Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mercredi 5 avril. Elles avaient été prises d'assaut l'année dernière. Les navettes fluviales Metz-Eau vont sûrement reprendre du service pour la période estivale. En amont, une balade était organisée ce matin au profit des membres du club Metz Eurométropole. Vous verrez également comment certains utilisent les plantes pour dépolluer les sols, la phytoremédiation. C'est le cas sur le site des Hauts-Fourneaux du Cange. Nous irons également aux côtés de l'association sportive de boxe à Yutz, un club mosellan soutenu par le département et qui jouera sûrement un rôle dans le cadre des Jeux Olympiques 2024. Changement de temps pour jeudi avec la grisaille qui domine le ciel, quelques pluies possibles l'après-midi. Les températures seront toujours en dessous des normales, de -2 à 11 degrés. Et à quelques jours des festivités de Pâques, notre invité ce soir est Jean-Charles Lemoy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chocolatier de renom à Metz. On imagine que depuis plusieurs semaines, c'est le grand rush pour proposer de belles créations chocolatées à vos clients. L'occasion de comprendre également l'impact de l'inflation sur ces produits de fête. On vous retrouve dans quelques minutes pour en parler, le temps de développer l'actualité. C'est rapidement devenu une polémique après un appel à manifester sur les réseaux sociaux de la part de groupes catholiques. Le chanteur Bilal Hassani a annulé son concert prévu aujourd'hui dans l'ancienne église Saint-Pierre-aux-Nonains à Metz. L'organisateur Live Nation craignait des débordements et des rassemblements. Dans les milieux identitaires, la présence de cette figure de la communauté LGBT a été critiquée, dénonçant un appel à la profanation. Pourtant, cet édifice n'est plus une église depuis près de 5 siècles. Voyage dans le temps avec Jonathan Vaucher. C'est une merveille qui a traversé les âges. Construite à la fin du IVe siècle par les Gallo-Romains, l'église Saint-Pierre-aux-Nonains est considérée comme la plus ancienne église de France. Et pourtant, depuis 1556, le bâtiment est désacralisé. Metz, prise par les Français, a d'autres projets pour l'édifice. Après qu'Henri II soit entré à Metz, avant même que la ville devienne officiellement française en 1648, ce lieu est choisi pour installer la grande citadelle militaire qui aura pour vocation de défendre la ville d'une éventuelle reprise par l'ennemi. Et ce bâtiment, Saint-Pierre-aux-Nonains, qui était rattaché à un couvent, devient un bâtiment militaire. Et en fin de compte, il le restera jusqu'au XXe siècle. Classé monument historique en partie en 1909, puis totalement en 1932, Saint-Pierre-aux-Nonains devient ensuite une salle de concert et d'exposition, comme un autre symbole militaire à proximité, l'Arsenal. Depuis sa restauration dans les années 70, l'objectif a toujours été de préserver un vestige d'architecture et d'histoire, tout en mettant en valeur la culture, comme Nuit Blanche, le concert de Christophe Willem en 2015, ou encore le festival de hip-hop East Block Party en 2018. L'association Grand Est Numérique, porteuse de l'événement Salongène depuis 10 ans, se retrouve sans présidence pour cause. Amandine Lavaux-Zimmerlet a démissionné le 14 mars dernier, 4 mois après son élection. Elle succédait à Frédéric Schnur. Son départ semble être motivé par la situation financière de l'association qui ne permettrait pas d'établir un budget prévisionnel conforme pour cette année 2023. À l'occasion d'un retour de déploiement important des militaires du 3e régiment de hussards de Metz, une cérémonie a eu lieu ce matin au quartier Serré de Rivière. Les différentes unités se sont donc retrouvées avant de partir de nouveau en manœuvre d'ici peu. Retour sur ce moment fort avec Aymeric Guillaume. Ces fanions, dressés auprès du drapeau français, marquent ici le retour des différentes unités. Après la Côte d'Ivoire, Djibouti ou encore le Liban, le 3e régiment de hussards est de retour à Metz. Ce cadre officiel a également permis de remercier ces engagés qui se sont déplacés à travers le monde. Les retours d'expérience varient en fonction des grades et des affectations. Si certains ont été à la tête de leur première unité, d'autres ont connu leur 2e déploiement au sein de la même région. Alors ça s'est très bien passé. Le Liban connaît quand même une crise qui est difficile en ce moment pour le pays. Donc notre mission principale, c'est d'être prêt à intervenir. Après, nos missions annexes, on va quand même patrouiller, on va aller à la rencontre des Libanais pour dissuader justement une montée en tension. Ça s'est très bien passé, j'en retiens une très grande aventure, un vrai challenge aussi, puisque c'est une sacrée responsabilité que de partir avec donc j'étais avec 90 soldats, 90 hussards pour cette mission. Le repos qui va accompagner ces retours sera de courte durée. Les prochaines échéances arrivent rapidement,
notamment avec l'exercice Orion. On a effectivement à très brève échéance un déploiement au cours de l'exercice Orion, qui est un grand exercice, le plus grand exercice de l'armée de terre effectué depuis la fin de la guerre froide, c'est-à-dire depuis plus de 30 ans, qui visera à déployer sur le terrain une division complète. Et concernant le régiment, ce seront à peu près 1000 hommes qui seront déployés dans le cadre d'un groupement binational franco-allemand. Donc ce qui nous permet, nous, régiment de la brigade franco-allemande, de renouer avec notre ADN. Spécialisé dans la reconnaissance et le combat en milieu extrême, le 3e régiment de hussards a vu plus de 80% de ses effectifs être déployés à travers les différentes missions de cette année 2022 et sera tout autant concerné par les prochaines échéances. De leur côté, les membres du club Metz Eurométropole et l'agence Inspire Metz ont profité d'une balade au fil de l'eau à bord du Graouli, bateau 100% électrique pour une visite guidée touristique et économique du territoire. L'occasion de retrouver ce transport fluvial qui avait été pris d'assaut par les travailleurs et touristes déjà l'année dernière. Embarquement immédiat. Loin du trafic routier, seul le bruit de l'eau se fait entendre à bord de ce bateau 100% électrique. Mais c'est loin d'être l'unique avantage du Graouli, navette de 75 places du réseau Messo. L'avantage d'avoir à la fois une navette fluviale, d'avoir également un lieu très touristique avec cette possibilité de pouvoir justement mettre en avant le territoire mais sous un autre angle. Un décor naturel et souvent lié au patrimoine, observé déjà l'année dernière par les travailleurs et touristes souhaitant s'affranchir de la voiture ou du bus. Avant la réouverture des navettes au public, ce sont les membres du club Metz Eurométropole et de l'agence Inspire Metz qui en ont profité. On a décidé de sortir en quelque sorte de notre territoire initial pour animer l'ensemble de la métropole et en particulier faire découvrir son activité économique. Car l'Eurométropole, fort de 46 communes, recense 35 000 acteurs du monde économique, dont le dernier arrivé, Amazon, avec près de 4 000 emplois. Mais c'est aussi un territoire tourné vers la jeunesse, avec 23 000 étudiants, dont 20% étrangers. Autant de futurs utilisateurs du réseau Messo, d'autant que plusieurs communes sont longées avec ce parcours long de 2,5 km. Je pense qu'en termes d'attractivité, c'est très important pour la commune et je souhaiterais même qu'elle puisse se faire aussi le dimanche parce que nous avons un marché une fois par mois, le dimanche matin. Dans l'idéal, ce transport fluvial doit encore évoluer pour desservir notamment Ars-sur-Moselle. Ce qui n'était alors qu'une expérimentation l'année dernière commence petit à petit à prendre de l'ampleur. Et la date de reprise du trafic après la pause hivernale sera bientôt annoncée par l'Eurométropole de Metz. La question de l'environnement, de l'écologie et de la nature nous intéresse chaque mercredi, c'est la rubrique du jour. Connaissez-vous le Fonds vert ? Il s'agit d'une enveloppe de 2 milliards d'euros pour aider les collectivités à accélérer leur transition écologique. Le Grand Est touchera 164 millions d'euros sur cette enveloppe. Au 3 avril, 220 dossiers de demande de subvention avaient été déposés en Moselle. 135 concernaient l'éclairage public et 60 la rénovation énergétique des bâtiments publics. Finalement, la préfecture de la Moselle a sélectionné 76 projets pour un montant d'environ 6 millions d'euros. Par exemple, Morange qui va bénéficier d'une aide d'environ 765 500 euros pour réhabiliter son groupe scolaire. Le Ban-Saint-Martin devrait recevoir près de 78 000 euros pour améliorer la performance énergétique de son école élémentaire. D'autres projets concernant le recyclage des friches ou encore la valorisation des biodéchets devront être sélectionnés dans les prochaines semaines. Direction maintenant le parc du Haut-Fourneau à Uckange. Une expérimentation de jardin est en place depuis plusieurs années entre l'Université de Lorraine et la friche industrielle. L'objectif, dépolluer les sols du site et observer la biodiversité sur cette zone particulière. C'est un reportage de Lucie Philippot. C'est autour de l'immense friche industrielle que tout se passe. Sur plusieurs parcelles du site du Haut-Fourneau, l'Université de Lorraine expérimente la phytoremédiation,
une manière d'utiliser les plantes pour dépolluer les sols. On va avoir des espèces qui sont ce qu'on appelle hyperaccumulatrices, donc qui vont accumuler dans les parties aériennes des métaux, mais ça c'est voulu. L'idée c'est de faire passer donc ces métaux comme le chrome, le nickel, le cuivre ou le zinc, donc de les transiter en fait du sol vers la plante pour les éliminer de la partie sol. On a d'autres espèces comme derrière, qui est une espèce qui s'appelle Miscanthus x giganteus, qui elle va travailler plutôt en association au niveau du système racinaire avec des micro-organismes qui sont présents dans les sols pour dégrader justement certains types de contaminants qu'on appelle des contaminants organiques. Les premières plantations ont eu lieu l'année dernière. Ces plantes, aux caractéristiques particulières, résistent au changement climatique et demandent moins d'eau. Elle pousse sur un sol qui est contaminé et sur un sol, vous le voyez, qui n'est pas tout à fait un sol agricole. On a des éléments grossiers aussi dedans. Les visiteurs ont pu découvrir ces solutions de terre, pour la plupart d'anciens salariés du site. Mais bien sûr qu'on y est tout à fait favorable, même si on dit que c'est pas très pollué, en réalité c'est pas un sol naturel ici. La revalorisation des friches, avant ici on se promenait et on se promenait même pas, c'était la friche comme on dit. La communauté d'agglomération du Val de Fensch voit même plus loin, exploiter ces terres, c'est penser à de nouveaux projets. C'est de faire en sorte qu'il y ait d'autres utilisations possibles, du style habitat également, peut-être équipement public, si on en a la volonté. Samedi 1er avril marquait l'ouverture de la saison de l'U4. Les parcelles d'expérimentation seront donc accessibles durant les visites du parc du Haut-Fourneau. Comme chaque mercredi, Alicia Hublot vous invite à ouvrir la boîte à malice. Cette semaine, il y sera question de la nouvelle édition du livre à Metz, mais aussi de la création Ulysse à Berlin, proposée par l'auteur et photographe Francis Kocher. Au programme également un focus sur le tout nouveau roman de Roland Marcuola, qui, avec Jeannette, clôt sa trilogie autour de son héros Guido. Il revient ici sur la genèse de ce livre. J'avais envie de raconter les choses différemment, avec un autre angle, sous un autre angle, en entendant une autre voix que celle de Guido, puisque dans Guido et dans Tête de nœud, on l'entendait surtout lui parler. Et là, j'avais envie d'autre chose pour ne pas me conformer à ce que j'avais déjà écrit, pour essayer d'éviter la routine peut-être de l'écriture et pour moi, m'essayer à une autre forme d'écriture, peut-être un peu moins orale. D'accord. Et donc je me suis dit que ça serait intéressant de reprendre ce qui s'était passé à la fin de Tête de nœud, de le continuer, de le développer avec le regard de Jeannette, qui elle est devenue plus grande et donc avec un autre vocabulaire peut-être beaucoup moins enfantin. Un entretien à retrouver dans son intégralité ce soir dès 19h dans la boîte à malice et en replay sur notre site internet. En sport et plus précisément en tennis de table, après une finale aller sans réel suspense, Metz TT n'a pas su créer l'exploit face à Tarnobzeg pour le match retour. Une défaite 3-0 comme il y a 5 jours qui clôt ce dernier match qui s'est terminé ce mercredi après-midi. Le club polonais garde donc le titre en Ligue des Champions. Les filles de Loïc Belguise échouent mais avec les honneurs après avoir éliminé entre autres deux gros clubs, Berlin et Linz, lors des 2 tours précédents. De son côté, Patrick Veyten poursuivait hier sa tournée des cantons mosellans à Yutz. À cette occasion, il s'est rendu aux côtés de l'association sportive de boxe de Yutz, un club que le président du département soutient depuis de longues années. Preuve en est, l'infrastructure jouera un rôle important pour les Jeux Olympiques 2024. C'est un reportage de Jean Milon. Il y a encore quelques années, le complexe Schumann ne permettait plus de s'entraîner dans des conditions optimales de sécurité et de confort. Grâce à cette extension de 140 mètres carrés, c'est désormais chose révolue. C'est vrai que c'est un club où en fait, on est très bien équipé au niveau équipement, etc. On a un ring qui est tout le temps là, chose qu'on ne trouve pas dans tous les clubs de boxe. Et puis après, au niveau de l'entraînement, etc., on a vraiment un entraînement spécifique en fonction de chacun. Moi, je fais partie du pôle amateur, on a un pôle loisir, pôle amateur, et puis après, on a les pros. 25 sacs de frappe, 2 rings de compétition, des nouveaux vestiaires, un local de stockage tout neuf. Cette extension a coûté plus de 220 000 €, dont 25 000 subventionnés par le département.
Grâce à cette montée en gamme, le site a été retenu pour accueillir des délégations olympiques à l'aube de Paris 2024. Les Philippins, par exemple, qui ont une communauté importante, et en particulier des boxeurs. Et des boxeurs qui ont obtenu déjà des titres, des médailles olympiques. Donc il est possible, et nous le souhaitons, qu'on puisse les diriger vers ici et qu'ils puissent venir s'entraîner. Donc il leur faut des sparring partners, donc des boxeurs qui viennent les aider à se préparer. Et j'en ai parlé au président Cardio, il est tout à fait intéressé. Et pour nous, c'est un centre de préparation des Jeux. Je voulais marquer le fait que dans toutes les communes de Moselle, il peut y avoir des centres de préparation à partir du moment où il y a des équipements qui sont adaptés, ce qui est le cas de ce centre de la boxe mosellane ici à Yutz. Autre retombée, la montée en flèche du nombre de licenciés. En 20 ans, il est passé de 50 à plus de 240 adhérents. On espère que pour les 20 prochaines années, on va continuer peut-être à organiser encore des grands événements et qu'on aura beaucoup de champions dans notre club et qu'on continuera peut-être demain à franchir la barre des 300 licenciés parce qu'on a quand même 6 entraîneurs, on a un comité directeur très dynamique qui soutient. C'est une grande famille, l'AS Box Yutz. Et voilà, on espère que pour les 20 prochaines années, on va pouvoir passer encore un cap supérieur. La prochaine grosse échéance pour le club, c'est justement le 29 avril avec l'organisation d'un gala exceptionnel. À l'affiche, une rencontre internationale féminine entre la France et l'Italie. À quelques jours de Pâques, l'inflation joue-t-elle les troubles faits chez les consommateurs, mais également chez les professionnels du chocolat? On fait le point avec notre invité. Jean-Charles Lemoy, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie des plus anciens chocolatiers de Metz et ce soir vous êtes venu accompagner sur ce plateau avec vos quelques créations. Pâques, c'est depuis toujours une période de grand rush pour les chocolatiers? Oui, c'est la deuxième fête de l'année en termes de production. C'est 2 mois de travail. On démarre Pâques avec la Saint-Valentin. C'est-à-dire qu'à la Saint-Valentin, on sort les moules de Pâques et on attaque. La première chose qu'on fait, c'est toutes ces garnitures de pralinés qui demandent beaucoup de temps parce qu'il faut les fabriquer et les emballer. Et ensuite, on passe au moulage. Et ensuite, on termine par tout ce qui est composition, montage, etc. Alors, vous avez déjà dû faire face à une crise de l'énergie. Maintenant, l'inflation sur les produits alimentaires. On s'attend, en tout cas en tant que consommateur, à une augmentation parfois de 5 à 10% selon les marques. Une hausse qui se ressent chez tous les chocolatiers, chez vous également? Oui, au niveau de la matière première, le chocolat a augmenté en moyenne, suivant les producteurs, entre 15 et 25%. Donc nous, on a entre l'augmentation de l'électricité où on est passé du simple au double et les augmentations de cartonnage, tout ce qui est emballage a pris également 20 à 25%. On a augmenté les prix de 10% sur l'ensemble de la production pâtissière et chocolatière. Vos prix ont été négociés bien en amont de la période de Pâques? Au début janvier. Et donc, vous ne pouvez pas revenir dessus, vous devez essayer de trouver un juste équilibre. De toute façon, on est trop petit pour avoir une négociation qui tienne la route. Alors, comment faire pour limiter la casse, justement, et continuer cette tradition de Pâques? On joue sur la qualité. Voilà. Donc, l'idée, ça a toujours été mon fil conducteur, c'est de proposer des produits originaux et de pleine qualité. Voilà. Et c'est ce qui fait que les gens viennent chez nous. Alors, est-ce que vous vous attendez quand même à une baisse de la clientèle, ou en tout cas de la vente de vos produits? J'y crois pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a des produits qui sont originaux, les gens, on le voit sur les réseaux sociaux, il y a un très bon répondant. Et puis, les ventes ont commencé hier mardi, et elles ont commencé fort. Donc ça se joue sur une semaine, c'est une semaine intense. Alors concrètement, comment est-ce que vous vous renouvelez chaque année pour proposer quelque chose de différent? On est dans alors,
Pâques, c'est la Renaissance, c'est le printemps, donc on joue sur des nouveautés au niveau des œufs. Vous voyez, ça c'est notre nouveauté cette année, c'est un œuf papillon. Après, il y a des moulages qui sont transformés. Après, c'est une discussion avec mon chef, avec l'équipe. Et dans plusieurs têtes, il y a plusieurs solutions pour trouver des nouveautés pour Pâques. Mais je crois qu'à ce niveau-là, on avait, parce que ça commence à se vider, un magasin qui était bien achalandé. Finalement, en fait, vous travaillez toute l'année sur ces moules-là. Si vous devez vous renouveler systématiquement, vous parliez de 2 mois de travail, mais oui. Finalement, c'est bien plus loin que ça. Après, en fin de compte, il faut... la réflexion se fait 6 mois avant. Il faut toujours, c'est un peu comme les couturiers, il faut travailler après Pâques. Vous voyez, là on va avoir des premières pensées sur Noël, sur ce qu'on va faire, ce qu'il faudrait au niveau des décos, au niveau... Donc je dirais, si on veut pas être pris à dépourvu et puis coincé dans l'urgence, il faut toujours travailler 6 mois à l'avance. Finalement, comment vous ressentez aujourd'hui la profession dans ce contexte un petit peu particulier qu'on a dressé pendant cet entretien ? Alors, sincèrement, c'est les jeunes qui s'installent, j'ai peur pour eux. Parce que, vu les augmentations qu'on a sur l'énergie, les matières premières, le cartonnage, une personne qui s'installe avec les remboursements, ça doit être un peu compliqué. Nous, on n'est plus dans ce cas-là, on n'a plus que le PGE à rembourser. Et donc on n'a pas cette difficulté-là, mais je me mets à la place de jeunes qui s'installent, c'est pas simple. Alors vous parliez du prix, parfois le prix s'oublie un peu face au plaisir sucré des chocolats de Pâques. J'imagine que vous invitez nos téléspectateurs à venir vous rencontrer. Merci beaucoup pour votre présence sur notre plateau et bonne festivité de Pâques. Merci. Et avant de se quitter, direction le centre commercial Waves où l'enseigne 4 murs y est installée depuis 1 an et en a fait son magasin vitrine. Et à Osny, il propose la version la plus aboutie de son nouveau concept store. 4 murs ne vend plus seulement du papier peint, mais aussi une sélection de marques lifestyle dans sa zone centrale avec un café et un espace de coworking. L'offre s'est aussi élargie dans un espace balade et un espace bien-être. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour la suite de votre programme. Retrouvez un nouveau face-à-face avec Marie Tribou, nouvelle directrice de la communication du Conseil régional. Puis ouvrez une nouvelle boîte à Malice avec au programme un focus sur le livre à Metz, entre autres. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.